Salut à tous et welcome sur la chaîne du MMA Secret Lab. Alors avant de commencer cette vidéo, comme la tradition le veut, activez la cloche de notification, abonnez-vous, mettez un like et mettez un commentaire début, fin, milieu de la vidéo quand ça vous chante pour parler de la vidéo ou mettre un commentaire sur les sujets des prochains podcasts. Merci à ceux qui m'ont envoyé pas mal de messages par rapport au sujet du premier podcast et auquel j'ai répondu, qui est le sujet l'importance de la lutte dans le MMA. Maintenant, aujourd'hui, nous allons partir sur un deuxième podcast, d'accord, avec un sujet important, c'est la place des réseaux sociaux dans les sports de combat. Voilà, on va commencer immédiatement. Alors, les réseaux sociaux. On est nous-mêmes sur un réseau social, c'est YouTube, d'accord? Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube vont permettre aux athlètes, aux pratiquants, aux fans ainsi qu'au grand public de pouvoir découvrir des athlètes, découvrir leur univers, s'inspirer, pouvoir gagner de l'argent, etc., etc. Se faire connaître aussi, parce que c'est la première chose que l'on souhaite avec les réseaux sociaux, c'est être vu du monde entier, que tout le monde voit mes performances, que tout le monde voit ce que je fais, que tout le monde jette un coup d'œil à ma vie sportive et personnelle quand on en a envie. Mais nous, on va partir que sur la vie sportive, on va partir que sur la performance sportive, et on va partir des deux côtés. On va parler des bons côtés et des mauvais côtés. On va commencer naturellement par les bons côtés. D'accord? Commençons toujours par le positif. C'est beaucoup mieux. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les côtés négatifs parce qu'il y en a pas mal et vous allez voir. Et vous le connaissez, hein, vous les connaissez, pardon. Donc, le côté positif, les côtés positifs, c'est quoi? Le premier côté qu'on va avoir lors des réseaux sociaux, c'est exister. D'accord? Aujourd'hui, dans ce monde, il va être difficile de pouvoir justifier d'une pratique sportive, de combat, etc. si on n'a pas de réseau social. Je vais vous donner un exemple. Allez sur Tapologie, tapez le nom de n'importe quel combattant, vous allez avoir ce qu'on appelle les links, donc les liens. Vous allez avoir les Twitter, l'Instagram, etc. Et vous allez pouvoir découvrir un athlète, voir ce qu'il fait un peu plus dans l'intimité que sur Tapologie où on n'a que son record, sa taille, son poids, les organisations qu'il a combattues, et on va avoir plus d'informations personnelles que l'athlète va pouvoir partager avec vous. Alors on va prendre le première marche, on va dire. La première chose, c'est celui qui aime les sports de combat. Celui qui aime les sports de combat, les réseaux sociaux, ils vont lui servir à quoi? Ils vont lui servir à découvrir, d'accord, des profils, des combattants qu'ils aiment bien, qu'ils affectionnent. Par exemple, on va prendre le côté les combattants français, nos combattants français. Je suis français, je vais avoir accès aux combattants français, je veux savoir ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils vont combattre UFC, Bellator, ONE FC, ce que vous voulez. Et ben, lorsque je vais suivre cet athlète, je pourrai avoir accès déjà à ce qu'il fait. D'accord? Ensuite, numéro 2, pareil, l'UFC, toutes ces organisations-là ont des comptes Instagram. On va parler beaucoup d'Instagram et de Twitter, même si je connais pas trop Twitter, mais on va parler aussi de YouTube, parce que c'est un peu, on va dire, les trois choses que l'athlète, on va dire, c'est un peu la trilogie que l'athlète a pour se montrer et pour se faire connaître, d'accord? On peut trouver des vidéos sur YouTube, on peut trouver des vidéos, des posts sur Twitter, et on peut trouver aussi des posts et des vidéos et des stories sur Instagram. Alors, lorsque je suis fan de MMA, lorsque je suis euh, quelqu'un qui aime le MMA mais qui n'en pratique pas, je vais pouvoir justement avoir accès à la vie de ces gens-là dans la stricte limite qu'on me donne. Donc, par exemple, un athlète va pouvoir dire tel combat dans telle organisation, rendez-vous, donnez-moi de la force, soutenez-moi, etc. Il va pouvoir parler des projets, s'il a une marque de vêtements, s'il a des sponsors, il va pouvoir exposer ses sponsors, etc. Donc, je vais pouvoir découvrir dans un premier lieu ça. Le pratiquant, lui, il va pouvoir, dans un premier temps, trouver les clubs dans lesquels il peut s'entraîner, pouvoir aussi montrer qu'il pratique, mais ça restera dans une dimension, comme on dit, loisir, c'est-à-dire pratiquant, découverte. Ce sera dans une dynamique où, voilà, je suis un pratiquant d'MMA, je suis abonné à tel ou tel athlète, j'aime bien ce qu'il fait, il propose des programmes, etc. Tiens, il consomme telle protéine, il en a fait la promotion, je vais l'acheter et tout. Tiens, il porte tel t-shirt, pour pas citer de marque, hein, solide.
Et le gars, en fait, bah tiens, ça m'intéresse cette marque-là, j'ai envie de la porter et tout, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux voir, ah bah tiens, il a partagé un lien, etc. D'accord? Et puis surtout, le pratiquant, il va pouvoir avoir accès aussi à des salles et des coachs. Il va pouvoir voir ce que le coach, ce que les coachs font dans telle salle, tel endroit, et les structures aussi. Les structures ont des réseaux sociaux maintenant aujourd'hui. Plein de clubs parisiens ou plein de clubs en France ont des comptes Instagram. Et donc, du coup, même moi, je peux jeter un coup d'œil à ce compte Instagram et savoir que, par exemple, ce club-là a ce planning-là, a cette superficie-là, a tel matériel. Donc, je peux avoir un maximum d'informations et être informé de ce que le club propose. On va passer maintenant à la partie combattant, amateur ou professionnel. Dans la globalité, le combattant, qu'est-ce qu'il cherche? Le combattant, il cherche une chose, il cherche en premier lieu à se faire connaître, à se faire remarquer et démarquer. Il va pouvoir avoir accès à sa personnalité, on va pouvoir avoir accès à ses posts, on va pouvoir avoir accès à ses stories, à ses vidéos, à ses combats, les moments forts de ses combats. S'il part sur une chaîne YouTube, s'il part sur un compte Twitter, on va pouvoir le suivre et le combattant va pouvoir se médiatiser. C'est très important de se médiatiser parce qu'en se médiatisant, aujourd'hui, c'est le pouvoir des réseaux sociaux, c'est que nous-mêmes pouvons faire notre propre médiatisation. Avec du matériel, une vidéo, un téléphone, c'est assez facile. Après, c'est du travail, dans le sens où il faut faire les choses au bon moment, il faut avoir la manière de communiquer, l'art et la manière différente des autres personnes. Il faut également aussi être cohérent dans sa communication, c'est-à-dire que si demain je fais un post sur le sport, ma performance au taf, et le lendemain je fais un post où je suis complètement bourré avec mes potes, ça va pas le faire. Vous avez vu? Il faut être cohérent. Lorsqu'on est athlète, amateur ou professionnel, généralement on peut choisir athlète, d'accord, sur son compte Instagram, etc. On peut se définir puisqu'on a une biographie. Donc on pourra expliquer qu'on est combattant amateur de tel club, de tel manager, tel entraîneur, dans tel état, si c'est aux États-Unis, pays, telle ville. On va pouvoir donner un maximum d'informations. Je suis russe, je suis américain, je suis canadien, je suis français, je suis espagnol. Bref, on aura des informations sur ce combattant. Ensuite, le combattant professionnel, il va chercher de la rémunération. Il va chercher à travers les réseaux sociaux à gagner beaucoup d'abonnés, à créer une communauté. Pareil pour le combattant amateur. Il y a des combattants amateurs qui combattent en amateur, donc ils sont pas salariés, mais qui ont des sponsors. Pourquoi ils ont des sponsors? Parce qu'ils sont influents, ils ont une communauté et ils arrivent à avoir des gens qui peuvent acheter des produits qu'ils mettent en avant ou leurs propres produits si c'est leur propre marque. Peu importe telle qu'elle soit, marque de boissons énergisantes, compléments alimentaires, textiles, etc., gants de boxe, etc. Voilà. Short de boxe que vous voulez, chaussettes, casquettes, etc. Les gens vont pouvoir faire la promotion de leurs produits ou des produits qu'on leur a donnés par rapport au sponsoring. Donc le combattant professionnel, lui, il est rémunéré. Il touche une rémunération lorsqu'il combat. Et bien entendu, personne ne dira non à toucher une rémunération pendant son training camp, pendant sa prépa. On voit de plus en plus de combattants français faire des appels d'offres, mettre des sponsors sur leurs t-shirts. Moi-même, j'ai reçu des messages pour pouvoir mettre en place des sponsoring avec des athlètes, pieds-points, peu importe, pieds-points, kickboxing, MMA, etc., pour pouvoir justement représenter la marque de vêtements contre rémunération. Donc ça fait que pour eux, ils ont un travail dans le sens où ils doivent poster un t-shirt, faire un post, etc. quand c'est prédéfini par des contrats et toucher une rémunération pour ça. D'accord? Et le porter pendant le combat, après le combat. Vous voyez souvent les gens mettre des t-shirts après les combats. C'est parce que on les a payés pour être sponsorisés avec les différents sponsorings ou qu'ils ont passé un accord, je ne sais pas. Par contre, c'est une recommandation que je vous donne. Ne faites pas les choses parce qu'un sponsoring, un partenariat, c'est pas pareil. Un sponsoring, il y a une rémunération. Un partenariat, c'est un partenariat. C'est-à-dire que c'est entre vous et la personne et généralement, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est un conseil que je vous donne, même si c'est pas une grande somme, même si c'est une centaine d'euros, négocier pour avoir justement une rémunération, c'est très important. J'ai pu le faire à mon époque. On avait, nous, l'époque des shorts où il y avait pas mal de trucs dessus. Bah, c'était des petits patchs à gauche, à droite, et ça, c'était, voilà, 150, 200 euros, 300 euros. Ça permettait d'avoir, grâce à mon short, une rémunération, plus la rémunération de l'organisation qui n'était pas très grosse. Donc, du coup, ça permettait de mettre du beurre dans les épinards juste avec un short et une visibilité. Et à l'époque, on avait beaucoup moins de visibilité avec les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, le professionnel, il va aussi pouvoir augmenter sa communauté et justement
une chose très importante aujourd'hui, c'est que ça soit amateur ou professionnel, exister au sein des organisations. On va dire que votre réseau social, entre guillemets, c'est un peu votre CV. Lorsque vous êtes un combattant, c'est un peu votre CV. C'est-à-dire que vous pouvez partager des liens, vous pouvez partager des informations sur vous, vous pouvez partager des vidéos, des méthodes d'entraînement, du travail au PAO, JJB, etc. Par exemple, je vous donne un truc tout bête, mais lorsque un combattant prend par exemple une ceinture marron, violette ou ce que vous voulez en JJB, généralement il l'affirme. Donc du coup, il montre qu'il a un niveau au sol, par exemple, alors que c'est un striker qui gagne beaucoup ses combats par justement KO, TKO et qui est très bon en striking. Donc on va voir derrière que cette personne-là, elle a aussi eu sa marron de JJB. Donc voilà, le gars montre aussi qu'il s'entraîne en kimono et qu'il a un bon niveau au sol et que de surcroît, c'est un bon combattant debout et aussi au sol. Donc à partir de là, le combattant, lorsqu'il va partager un peu ce qu'il fait, il va pouvoir justement, à travers la création de sa communauté, acquérir un nombre de followers. Les nombres de followers vont pouvoir, c'est un peu, c'est le monde d'aujourd'hui, mais vont pouvoir montrer une certaine euh, crédibilité au sein d'organisations, dans le sens où business credibility, je vais l'appeler. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, vous avez deux choses. Vous avez soit un mec qui a beaucoup de followers et qui est médiocre, disons les mots, et vous allez avoir derrière celui qui a moins, qui se concentre plus sur l'entraînement, qui est très bon, mais qui travaille pas son image et qui peut passer au travers d'organisations, organisateurs, combats, etc. Donc, trouver le juste milieu, c'est très important parce que ce juste milieu-là, il va vous permettre d'installer justement une crédibilité. Et cette crédibilité-là, vous allez pouvoir acquérir des sponsors, vous allez pouvoir acquérir des partenaires. Par exemple, votre équipement, ça coûte cher. Au lieu d'acheter votre équipement, vous pouvez vous faire équiper par une marque de gants de boxe, protège tibia, ce que vous voulez, pour les mettre en avant et surtout pour vous entraîner avec du bon matériel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire démarcher aussi par des boutiques, des marques de vêtements, euh, je vous dis des trucs, des savons, ce que vous voulez, des compléments alimentaires, tout parce que celui qui vous démarche va regarder en fait la qualité de votre réseau social. La qualité de votre réseau social, votre communauté, votre communication, si vous êtes bilingue ou non, c'est très important, je vous conseille d'apprendre l'anglais. Si vous êtes bilingue, vous pouvez avoir un message sur une plus grande partie du monde, si vous êtes francophone, sur une partie francophone. Et on va pas se mentir, la partie francophone, elle est très fine. La partie américaine, anglaise, elle est très grosse. Donc du coup, quelqu'un qui parle anglais va pouvoir communiquer avec des marques, par exemple, étrangères ou des managers étrangers pour pouvoir avoir une gestion de carrière. Et de ce fait, vous pouvez passer peut-être, je dis bien peut-être, proche de votre carrière. C'est-à-dire, il est possible que lorsque vous ne travaillez pas vos réseaux sociaux, votre image, etc., il est possible que lorsque vous contactiez une organisation ou lorsqu'on vous propose à une organisation, les mecs, la première chose qu'ils font, c'est Instagram. Instagram, ok, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, etc. J'ai les informations, c'est carré. Bon, il a 10 000, c'est pas mal même s'il a 5 000, etc. Mais le gars, on voit qu'il existe, on voit qu'il y a une communauté, on voit qu'il y a du soutien, on voit que il y a différents postes, on voit qu'il s'entraîne en lutte, etc. On voit que c'est un athlète. Voilà, exactement. Donc, je vais pouvoir lui donner sa chance et voir. Et on a également aussi le fait que vous ayez beaucoup de followers et construit une communauté, donc vous avez un soutien solide, et ce soutien-là va vous permettre justement à l'organisateur dans la business credibility de mettre derrière en avant une vente donc du marketing. Tiens, je veux ce combattant-là qui est populaire dans son pays, qui est français ou qui est populaire en France et qui va affronter un autre Français dans une organisation. Donc il y a sa communauté qui va pouvoir payer les billets pour venir regarder le gala, qui va pouvoir le payer en stream, qui va pouvoir le payer en pay-per-view, qui va pouvoir même venir à la pesée, assister au show, etc. et tout. Ça plaît aux promoteurs, aux organisateurs. De toute façon, les promotions et les organisations ont des comptes Instagram. Ils ont aussi des community managers qui répondent. Donc, ils reçoivent des candidatures tous les jours et eux aussi, quand ils sont intéressés par des profils, vous contactent. Donc, ça part dans les deux sens. Ensuite, vous avez derrière le travail d'une personne qui recherche aussi un coach, qui recherche une salle. Donc, une salle a tout intérêt aussi aujourd'hui à exister avec les réseaux sociaux. J'ai une salle, je possède le MMA Secret Lab, j'ai un réseau social, j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai une chaîne YouTube, vous êtes dessus. Et du coup, ça permet de donner une existence à travers le maximum
à travers le monde entier, en fait, parce que Instagram, c'est mondial. Donc, du coup, n'importe qui dans le monde peut voir cette chaîne, peut voir ce compte Instagram et dire, voilà, tiens, ça m'intéresse. C'est très bien, c'est où, c'est comment je vais faire, etc. Donc, quand je fais une salle, il faut absolument que je puisse avoir des photos, du contenu, filmer des séquences avec les élèves, expliquer, montrer les professeurs, montrer tout, si on a des cours enfants, etc., pour pouvoir plaire au maximum de monde et surtout montrer qu'on existe. Donc, c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ne regardent que les réseaux sociaux. Ils ne regardent que ça. La génération qui est maintenant et qui arrive, etc., c'est normal pour eux. Pour nous, c'est encore quelque chose à faire, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Il y en a, ils ont plus de nombre d'abonnés alors qu'ils n'ont pas sincèrement de carrière sportive. C'est juste des gens qui font un peu de sport à gauche, à droite, mais qui ont un nombre, qui ont une grosse communauté et qui, grâce à cette communauté, ont pu gagner leur vie. Mais on s'éloigne des sports de combat. Nous, on va continuer sur les sports de combat. Donc du coup, pareil, le coach. Tous les coachs ont des comptes Instagram. Pourquoi? Parce qu'on voit le travail du coach avec l'athlète, on voit le travail du coach avec les élèves, on voit où le coach se trouve, dans quelle salle, où il se situe, comment je vais le contacter, comment je vais accéder à lui, etc. Je vous fais part de mon expérience. J'ai déjà reçu des messages du Brésil en portugais que j'ai dû utiliser sur Google Translate pour répondre à des combattants qui me disaient qu'ils voulaient s'entraîner en France avec moi, parce qu'en fait, ils se sont juste basés sur la qualité de ce qu'ils voyaient, les entraînements, et ça les intéressait, ça a matché. Ils se sont dit, c'est à Paris, c'est en France, je vais venir à Paris, je vais venir en France, je vais aller chez lui, je vais voir comment ça se passe, parce que ça m'intéresse. Donc déjà, les gars à des dizaines de milliers de kilomètres, ils regardent votre contenu et ils peuvent venir voyager, vous voir. Pareil, j'ai été contacté pour entraîner à l'étranger, j'ai été contacté pour travailler avec des étrangers, etc., etc. Des Américains qui viennent à Paris s'entraîner, des Canadiens, etc. C'est vraiment très important d'avoir un bon réseau social pour pouvoir justement derrière avoir de la crédibilité, d'accord? Dans votre travail, quand vous êtes bon, encore une fois, c'est-à-dire en tant que combattant, en tant que salle de sport, en tant que manager, pareil. On va prendre le cas du manager. Le manager, il va pouvoir montrer son écurie. Il va pouvoir parler de son écurie, dire voilà, tel combattant de tel management est parti là, tel combattant de tel management a combattu dans telle organisation, il a gagné par TKO, etc. Ça donne une actualité, c'est très important, ça donne une existence et c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous tapez quelque chose sur Instagram, un grand pourcentage qui se rapproche des 90, vous trouvez l'identité de la personne que vous cherchez, le management, le coach, la salle de sport, etc. Donc vous avez vu, c'est un cercle, c'est un cercle vertueux lorsque vous l'utilisez correctement. Des gens peuvent aussi, entre guillemets, rentrer dans notre milieu alors que c'était des artistes, etc., grâce à leur nombre d'abonnés et pouvoir décrocher des combats. On peut prendre le cas de Jake Paul, qui est quelqu'un qui a pu faire de la boxe. De ce que je connais de Jake Paul, c'est quelqu'un qui avait énormément de visibilité. Et cette visibilité-là, elle n'était pas liée au sport de combat, mais il s'est mis au sport de combat. Et quand il s'est mis au sport de combat, il a pu tout de suite décrocher des combats professionnels avec des grosses bourses, des gros shows et avoir un impact médiatique, mais tellement important, qui est très intéressant pour l'organisateur, businessment parlant, qui est intéressant aussi pour les gens qui le suivent et pour les gens qui découvrent la boxe à travers ce gars-là. Même si on n'aime pas ça, ça fait partie du milieu. Même si des fois on n'est pas d'accord avec ça, ça fait partie, c'est un constat qu'il faut avoir aujourd'hui. Ce constat, c'est comme on dit, on vit dans le monde où on est. Et donc, du coup, des mecs comme Jake Paul bah, font des combats de boxe assez régulièrement, qui gagnent ou qui perdent. Les mecs, ils ramènent des millions. Ils font grossir des organisations, des organisateurs. Ça fait des main events et des fois en dessous, il y a des combats de boxe professionnels. Ceux qui se greffent dessus touchent des bonnes bourses parce que ça va passer à la télé, ça va être télévisé. Il y a des places qui sont vendues très cher. C'est fait à Dubaï, c'est fait là et là, Las Vegas, ce que vous voulez. Mais en fait, à partir de là, on va pouvoir générer des revenus très conséquents et on va pouvoir avoir une grosse médiatisation grâce à ce type d'événement avec des gens qui viennent de milieux différents de nos sports de combat. Maintenant, avant d'attaquer le côté mauvais des réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Et n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette première
partie. On attaque la seconde partie, les mauvais côtés des réseaux sociaux. Les mauvais côtés des réseaux sociaux, les gars, il y en a plein. Première chose, chronophage. Ça prend énormément de temps. Énergivore, ça prend de l'énergie. Les deux sont liés. Qu'est-ce que j'ai besoin moi en tant qu'athlète? J'ai besoin d'énergie et de temps pour pouvoir m'entraîner, pour dormir, pour manger correctement et pour pouvoir mettre le maximum de temps au profit de ma performance. Si ce temps-là, je le passe un peu plus sur les réseaux sociaux, un peu moins à l'entraînement, la balance, elle penche plutôt vers le côté media work, media network. Et de l'autre côté, elle va pencher moins sur la performance. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Lorsque vous restez beaucoup trop longtemps sur les réseaux sociaux à regarder ce que fait l'un ou l'autre, vous avez tendance à croire, déjà d'une, qu'il faut passer énormément de temps pour prouver votre performance. Or, c'est sur le tapis qu'on doit passer énormément de temps. Vous devez trouver le juste milieu. Il y avait un entraîneur thaïlandais qui disait dans une interview que, à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, les boxeurs étaient moins endurants, moins techniques et moins performants par rapport à l'époque des années 80-90 du Muay Thai, l'âge d'or, en Thaïlande. Il disait parce qu'aujourd'hui, les boxeurs, bah, ils peuvent gagner leur vie. Les boxeurs de Muay Thai, les Nak Muay peuvent gagner leur vie grâce aux réseaux sociaux, peuvent se faire montrer, donc sortir du pays, faire des stages, faire des combats à l'international avec des bourses, chose qui était un peu compliquée à l'époque, qui était vraiment très, on va dire, c'était très consanguin, ça restait dans le pays. Là maintenant, ça voyage. Maintenant, regardez par exemple quelqu'un comme Senshai, c'est un excellent boxeur, c'est un des meilleurs au monde, et regardez son compte Instagram et son compte TikTok. C'est quelqu'un qui doit générer énormément de revenus grâce à ses contenus sur ses réseaux sociaux. Sauf que lui, bah, c'est un des meilleurs. Donc, il est arrivé un peu plus tard sur les plateformes des réseaux sociaux, donc vers, on va dire, la fin de sa carrière, milieu, fin de carrière. Et le gars, il génère de l'argent aujourd'hui, mais tout ce qu'il a fait en termes de performance, il l'a fait avant. Et c'est des gens qui font pas passer les réseaux sociaux avant leur performance, mais qui font passer leur performance avant les réseaux sociaux. Après, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent avoir un groupe qui les suit, ils peuvent avoir des outils, c'est-à-dire des personnes qui ont des caméras pour les filmer, pour faire des montages, etc. Donc ça fait que cette partie-là, chronophage, existe moins. Maintenant, nous, on va parler de celui qui va utiliser son téléphone pour faire ses contenus, ses posts, etc. C'est très bien, les gars. Montrez ce que vous faites. Une story, ça dure 15-20 secondes. Dites que vous étiez à l'entraînement, wrestling, c'est ça et tout. Faites ce que vous avez à faire, mais faites attention. Il ne faut pas passer un nombre incalculable de temps sur les réseaux sociaux. C'est pas bon du tout pour votre performance et surtout pour vos croyances. C'est-à-dire que vous avez tendance à croire que ça devient facile parce que c'est vu. Or, la difficulté, c'est sur le tapis. La difficulté, c'est lorsqu'on perd le poids. La difficulté, c'est lorsqu'on accède à la réalité. Donc, ne pas s'égarer à partir dans ce monde-là où vous avez tendance à croire qu'il est facile d'aller à l'UFC, il est facile d'aller au Bellator, il est facile de faire ça, il est facile de faire du MMA, il est facile de combattre, et surtout les jugements que vous pouvez avoir sur certaines personnes en disant, tiens, lui, il est nul. J'ai vu sur son compte Instagram, il est nul, il sait pas mettre un gauche-droite. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu verras le jour J si c'est mettre un gauche-droite ou pas. Mais en tout cas, vous, des fois, les gens peuvent avoir des jugements qui sont pas forcément bons, qui sont faussés et qui peuvent porter préjudice justement à votre analyse. Concentrez-vous plutôt sur la conception de vos contenus plutôt que de vous concentrer sur ce que fait l'un et l'autre. D'accord? Si aujourd'hui, comme on peut avoir accès au réseau social de son adversaire lors d'un combat, on aura tendance à l'espionner en long, en large, en travers pour avoir le maximum d'informations. Et des fois, ça sert à rien. Des fois, vous allez tomber sur des combattants. Comme je vous disais au début, ils ont 200 followers, ils mettent que 3-4 photos et c'est des tueurs à gages parce qu'ils n'ont pas le temps. Et à contrario, vous allez tomber sur celui qui est très bon, qui a une bonne com, et vous allez voir qu'il est bon, et vous allez voir le jour J aussi qu'il est bon, et vous allez voir celui qui est complètement bidon, qui a un bon réseau social. Vous allez pouvoir avoir différents types de scénarios. Donc, faire attention autant que vous passez dessus. Chronophage énergivore. Constatez
qu'à l'entraînement, il faut vous concentrer sur votre entraînement, sur votre planification, sur vos heures de récup, sur votre diète. Et bien entendu, comme je disais au départ, prenez le bon côté, partagez votre contenu, partagez votre passion du mieux que vous pouvez avec le temps que vous pouvez, ne pas se mettre de pression. C'est pas parce que j'ai pas filmé une vidéo que ça va pas être bon. C'est pas parce que lui, il fait du contenu que moi je dois en faire. C'est pas parce que lui, il a des meilleures photos que moi que moi je peux pas ci, ça. Cessez de vous comparer et faites les choses pour vous. C'est très important. Sinon, vous allez vous égarer. Et le mauvais côté aussi également des réseaux sociaux, c'est que, vous savez, il y a certains athlètes que j'ai connus, que j'ai vus, lorsque l'entraînement était fini, les mecs, comme il n'y avait pas de smartphone, bah, ils allaient refaire un ou deux rounds en drill, trois, quatre rounds au sac, et ils finissaient l'entraînement comme ça. Là, aujourd'hui, nous avons des gens qui finissent l'entraînement, et vous le savez très bien, mes cocos, qui finissent l'entraînement et qui vont directement sur leur téléphone pour aller tout de suite, immédiatement, regarder ce qui se passe, etc. Donc, traîner sur les réseaux sociaux. Et là, vous créez des déconnexions, alors que vous pouvez derrière rajouter quelques rounds de drill, communiquer avec votre entraîneur, faire un petit round de sac. Rien n'est jamais plus quand on cherche la performance. C'est pas, comme on dit, 1% better every day. Être 1% mieux chaque jour, meilleur chaque jour. Et en fait, en faisant ce genre d'attitude, c'est là où on s'écarte de ce qu'on disait au départ avec l'exemple de l'entraîneur thaïlandais, c'est qu'on s'éloigne des performances. D'ailleurs, ça me revient, il y avait pareil un entraîneur qui disait aussi dans une interview sur Stade 2 que vu le temps qui court, les réseaux sociaux, etc., avec toute cette forme de réseaux sociaux autour des athlètes, il pense que les records mondiaux, peu importe tout sport confondu, ne vont pas forcément être atteints dans les décennies à venir à cause du temps passé sur les réseaux sociaux, puisqu'avant, il parlait exactement de ça, c'était que l'athlète faisait une ou deux longueurs supplémentaires à la fin de son entraînement, histoire de dire, tiens, j'ai fait ma longueur supplémentaire, j'ai fait mes deux longueurs. Si j'en fais deux par chaque entraînement, je m'entraîne 5 jours par semaine, ça fait 10, 4 semaines, ça fait 40. Sur les JO, 40 par mois, etc., etc. On fait le calcul sur 4 ans, le mec, il a tapé peut-être 1 000 longueurs de plus que celui qui est parti prendre son téléphone à la fin de l'entraînement et qui est parti tchatcher avec ses potes ou faire une story, ouais, j'ai fini l'entraînement, c'était lourd, etc. et tout. C'est bien, c'est très bien, dans le sens où quand vous avez vraiment fini votre entraînement et si vous êtes vraiment franc avec vous, prenez votre téléphone et faites ce que vous avez à faire. Sérieusement, il y a des pays comme par exemple le Daghestan, les États-Unis, où j'ai été, où les mecs, en fait, ils sont tellement KO que personne va vers son téléphone. Les mecs, ils sont vraiment donnés à l'entraînement. La seule chose dont ils ont envie, c'est prendre leur douche, leur shaker de prot, rentrer à la maison, et à partir de là, voilà. Peut-être commencer à récupérer, voir ce qu'ils vont faire, faire la sieste, etc., ou dormir, faire leur vie, etc. Je dis pas qu'il faut pas, mais encore une fois, respecter la loi du juste milieu. C'est-à-dire, moi, je suis pour qu'à la fin d'un entraînement, on débriefe avec son coach, on passe du temps à discuter de ce qui va pas, des questions-réponses et surtout des drills. C'est important. Quelques séquences au pas de d'ours si votre coach il a le temps, quelques séquences au sac personnel parce que c'est moi qui ai envie d'être le meilleur. J'ai envie d'être le meilleur. Bah voilà. Bah tiens, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Vous faites du coup une session en boxe et vous filmez votre session en boxe avec votre téléphone. Et tac, vous avez fini, ça vous fait un truc. Ça peut servir aussi de motivation dans ces drills-là. Mais terminez votre entraînement et après passez à autre chose. Ne mettez pas la tête dans le téléphone parce que je vous ai dit, on s'éloigne de la performance et la performance, c'est très important. Qui dit plus de temps sur les réseaux sociaux, dit moins de temps passé sur le tapis, dit moins de temps à se préparer pour les combats, dit moins de temps dans son efficacité et aussi une régression accélérée. Et après, on s'étonne que lorsqu'on engage des combats, on est moins bon en lutte parce que on a passé plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à la lutte, parce que j'ai passé mon temps à faire un tournage toute cet après-midi au lieu de faire mon entraînement de lutte. N'oubliez pas une chose, faites vos trainings et après faites votre travail sur votre réseau social.
Ce que je vous dis à vous, c'est aussi valable pour moi. Je fais d'abord mes entraînements. Des fois, j'ai beaucoup d'opportunités pour vous ouvrir justement des vidéos sur mes entraînements, mais j'ai pas forcément le temps dans le sens où moi je vis le truc à fond. C'est-à-dire des fois, j'ai pas le réflexe de prendre le téléphone et de filmer ou de me faire filmer. Lorsque j'en aurai les moyens, ça se fera, ça sera carré comme on dit. Pour le moment, je trouve que c'est très bien, ça évolue. C'est pareil pour les gens que je connais, c'est pareil pour les gens avec qui je communique. Donc voilà. Et le bon côté des choses, c'est que j'ai énormément de contacts aussi sur les réseaux sociaux avec des gens américains, espagnols, peu importe d'où vous venez, ici en France, de n'importe quelle région. Et c'est comme ça aussi également que j'arrive à me faire connaître, montrer mon travail, partager mon travail avec vous. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà pour ce podcast. C'est terminé. J'espère que vous avez kiffé. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Partageons ensemble cette discussion sur les réseaux sociaux. Si vous avez des exemples, si vous avez envie d'ajouter des choses, c'est très important. Je vous répondrai en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube MMA Secret Lab, activer la cloche de notification, vous abonner à mon compte YouTube, ainsi que le compte Instagram du MMA Secret Lab et mon compte Instagram personnel. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt au MMA Secret Lab. Merci à vous.